Bonjour à toi, bon retour sur notre chaîne Histoire de vie. Ici vous êtes en quête de récits vrais qui sondent les profondeurs de la vie. L'histoire que je vais te confier aujourd'hui est celle d'un homme qui pensait écouter les conseils de la science, mais qui n'écoutait en réalité que la voix de sa propre lâcheté. C'est une histoire de malentendus, de regrets et d'une renaissance spectaculaire. Avant de commencer ce voyage, si tu crois que la plus grande des sagesses est d'apprendre à vraiment écouter, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos leçons de vie, et à laisser un pouce bleu. Chaque soutien est une preuve que nos histoires comptent. Merci. T'es-tu déjà retrouvé face à une vérité si difficile à entendre que tu as préféré en inventer une autre, plus simple, plus arrangeante? T'es-tu déjà servi des mots d'un autre comme d'un bouclier pour justifier une décision que tu avais déjà prise au fond de ton cœur? Cet homme, c'était Miguel. Et ce jour-là, dans le bureau luxueux mais impersonnel du plus grand chirurgien du pays, il était sur le point de commettre la plus grande erreur de sa vie, en croyant prendre la décision la plus rationnelle. En face de lui se tenait le docteur Salah. Une légende. Un homme dont les mains étaient assurées pour des millions. Un homme au visage buriné par des décennies de lutte contre la mort. Et à côté de Miguel, il y avait sa femme, Laura. Ou plutôt, l'ombre de sa femme. Laura, qui avait été une explosion de vie, de rire et de couleurs, était maintenant une silhouette pâle et fragile, dont le sourire courageux ne parvenait pas à cacher la peur dans ses yeux. Ils étaient là pour le verdict. Après des mois d'examen, de tests, d'espoir et de crainte, le docteur Salah avait les résultats. Il a posé le dossier sur son bureau en acajou. Le silence dans la pièce était si lourd qu'on aurait pu le trancher au scalpel. Le docteur Salah a parlé. Sa voix était grave, posée, mais elle portait une fatigue infinie. Il a utilisé des termes médicaux complexes, parlé d'une maladie auto-immune rare, agressive, qui attaquait les organes vitaux. Il a parlé de traitements, de protocoles expérimentaux, mais chaque mot semblait n'être qu'un rempart de sable contre une marée inéluctable. Le pronostic, a-t-il commencé, et pour la première fois, il a marqué une pause. Il a cherché ses mots. Le pronostic est extrêmement réservé. C'est à cet instant précis que le drame s'est noué. Pas dans les faits médicaux, mais dans le regard des hommes. Miguel regarda le chirurgien avec insistance. Il ne cherchait pas de l'espoir. Il cherchait une confirmation. Le chirurgien, à son tour, hésita. Et à ce moment, Miguel vit sur son visage exactement ce qu'il voulait voir. De la vulnérabilité. Cela se voyait dans la façon dont le coin de sa bouche tremblait nerveusement, ou dans le soudain, brusque et fin tremblement de ses mains si assurées. La sueur qui perlait sur le front du chirurgien convainquit Miguel qu'il avait correctement interprété le sous-entendu de l'homme. Pour le docteur Salah, cette hésitation était un abîme de douleur personnelle. Ce cas, le visage de Laura, tout lui rappelait sa propre femme, qu'il avait perdue des années plus tôt de la même maladie. Il revivait son propre enfer, son impuissance de médecin et de mari. Son trouble n'était pas un pronostic. C'était un souvenir. Mais Miguel, lui, ne voyait pas ça. Miguel, l'homme d'affaires qui avait bâti un empire en sachant lire entre les lignes des contrats, a cru lire entre les lignes du chagrin d'un autre. Son esprit a traduit la scène à sa propre convenance. Il n'y a rien à faire. Il ne veut juste pas le dire crûment. C'est une cause perdue. Il me dit, sans le dire, qu'il ne faut pas que je gâche ma vie. Il a vu l'hésitation du médecin non pas comme de l'empathie, mais comme une porte de sortie. Il a posé une dernière question, sa voix était faussement compatissante. Docteur. Soyez honnête. Est-ce que ça vaut la peine de se battre? Pour elle? Ou est-ce que, le plus grand acte d'amour serait de la laisser en paix, et de continuer à vivre? Le docteur Salah, submergé par son propre chagrin, a répondu dans un murmure, en pensant à sa propre femme. Parfois, le plus dur est d'accepter. Et de se souvenir des jours heureux. Pour le médecin, c'était une réflexion philosophique sur le deuil. Pour Miguel, c'était un feu vert. Le trajet de retour en voiture s'est fait dans un silence de mort. Laura pleurait silencieusement, le visage tourné vers la vitre.
Miguel, lui, était d'un calme glacial. Son plan était fait. Il avait reçu l'absolution d'un homme de science. Il ne se sentait pas coupable. Il se sentait libéré. Il n'a pas attendu. Le soir même, alors que Laura était assise dans le salon, enveloppée dans un plaid, l'air perdu, il s'est approché d'elle. Il n'a pas été cruel. Il a été pire. Laura, a-t-il commencé. Nous devons être réalistes. Le docteur, Salah a été clair. Il n'y a pas d'espoir. Laura l'a regardé, les yeux pleins d'une incompréhension mêlée de terreur. Mais, il a parlé de traitement, de se battre. Ce sont des mots pour les patients, Laura. Tu sais comme moi ce qu'il voulait dire. C'est fini. Il a fait une pause et a porté le coup de grâce. Et je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas assez fort. Je ne peux pas te regarder dépérir, devenir l'ombre de toi-même. Notre amour a été trop beau pour le laisser se terminer dans une chambre d'hôpital. Je veux garder le souvenir de la femme que tu étais. C'était une perversion absolue de la vérité. Il ne protégeait pas leur amour. Il protégeait sa propre vie confortable. Je vais te quitter, Laura, a-t-il dit. C'est la décision la plus difficile de ma vie. Mais je le fais pour nous deux. Pour préserver la beauté de ce que nous avons eu. Il a été généreux, bien sûr. L'argent pouvait tout acheter, pensait-il. Il lui a laissé l'appartement. Il a mis une somme astronomique sur son compte. Tu ne manqueras de rien. Tu auras les meilleurs soins. C'est ma dernière preuve d'amour. Puis, il a fait sa valise. Et il est parti. Laissant derrière lui une femme brisée, non seulement par la maladie, mais par la plus lâche des trahisons. Il l'avait abandonnée sur le champ de bataille, en lui disant qu'il le faisait par respect pour les soldats tombés au combat. Et toi, qu'en penses-tu? Es-tu d'accord? Son silence est celui d'une porte qui se ferme, et d'une vie qui bascule. Je fais une pause ici, au cœur de cet abandon. La maladie est une épreuve terrible. Mais être abandonné par celui qui a juré de vous soutenir, pour le meilleur et pour le pire. C'est une condamnation. Si tu étais à la place de Laura, que ferais-tu? Te laisserais-tu sombrer, donnant ainsi raison à la lâcheté de ton mari? Ou trouverais-tu, au fond de cette trahison, une nouvelle raison de te battre? Dis-moi dans les commentaires où tu aurais puisé ta force. Car la réaction de Laura allait surprendre tout le monde, et surtout, l'homme qui la croyait déjà morte. Reprenons. Les premières semaines ont été un enfer. Laura a sombré. La maladie progressait, nourrie par le chagrin. Elle restait au lit, refusant de voir qui que ce soit, attendant la fin. Le chèque de Miguel, l'argent de la trahison, dormait sur le compte en banque, intouché. Et puis, un jour, sa vieille mère est venue la voir. Une femme de la campagne, dure au mal, avec le bon sens des gens de la terre. Elle n'a pas essayé de la consoler. Elle l'a secouée. Alors quoi? Lui a-t-elle dit, assise au bord de son lit. Tu vas te laisser mourir pour faire plaisir à ce lâche? Tu vas lui donner raison? Le plus grand, je te l'avais bien dit, de l'histoire? La maladie peut prendre ton corps, ma fille. Ne la laisse pas prendre ton âme. Ces mots, durs, ont été un électrochoc. Une petite flamme s'est rallumée dans le cœur de Laura. Une flamme de défi. Elle n'allait pas mourir comme ça. Elle n'allait pas être le triste souvenir d'un lâche. Si elle devait partir, elle partirait en laissant une trace. Une trace de beauté. Une trace de vie. Laura, avant de rencontrer Miguel, avant de devenir la femme de, avait été une artiste. Une sculptrice de talent. Elle avait abandonné sa passion pour se consacrer à son mari, à sa réussite. Ce jour-là, elle a pris une décision. Elle a utilisé l'argent de Miguel. Non pas pour des soins palliatifs dans une clinique de luxe. Non. Elle a acheté un vieil entrepôt désaffecté, dans un quartier populaire de la ville. Un lieu immense, froid, que tout le monde avait abandonné. Et elle l'a transformé. Elle a engagé des jeunes artistes, des étudiants des beaux-arts, des artisans sans travail.
Avec eux, elle a créé le jardin de la seconde chance. Ce n'était pas un jardin de fleurs. C'était un jardin de sculptures. Un immense espace où des œuvres d'art, créées à partir de matériaux de récupération, de métal rouillé, de bois flotté, prenaient vie. Chaque sculpture était un hymne à la résilience. Un vieil arbre mort transformé en une envolée d'oiseaux. Des pièces de voitures accidentées assemblées pour créer un cœur mécanique qui battait au rythme de la lumière. Au centre du jardin, il y avait son œuvre à elle. Une immense sculpture d'une femme, faite de milliers de fragments de verre brisés, recollés un à un, qui captait la lumière et la renvoyait en des milliers d'arcs-en-ciel. Elle l'avait appelée la résurrection. Elle a investi tout son temps, toute son énergie, tout l'argent de la trahison dans ce projet. Le travail était sa thérapie. Créer était sa façon de se battre. Elle n'avait plus le temps de penser à la maladie. Elle était trop occupée à donner vie à la beauté. Elle est devenue la mentor, la mère de tous ces jeunes artistes qu'elle a sortis de l'ombre. Pendant ce temps, Miguel vivait sa nouvelle vie. Il a voyagé. Il a eu des aventures. Il a essayé de s'étourdir dans le travail. Mais le fantôme de Laura le hantait. Il se sentait libre, mais cette liberté avait le goût amer de la culpabilité. Il se racontait qu'il avait fait le bon choix, le choix rationnel. Mais au milieu de la nuit, il se réveillait en sueur, avec l'image d'une femme qu'il avait laissée seule face à la mort. Un an a passé. Un jour, en lisant un prestigieux magazine d'art et d'architecture, il est tombé sur un article. Le jardin de la seconde chance, le miracle artistique qui transforme la ville. La photo montrait un lieu incroyable, vibrant de vie et de créativité. Et au milieu de la photo, il y avait la créatrice du projet. Une femme. Il a regardé de plus près. Et il a cru que son cœur allait s'arrêter. C'était Laura. Elle n'était pas l'ombre qu'il avait quittée. Elle était radieuse. Certes, elle était plus mince, et ses cheveux étaient devenus tout blancs. Mais il y avait une lumière dans ses yeux, une force, une sérénité qu'il ne lui avait jamais vue. Elle n'était pas mourante. Elle était plus vivante que lui. L'article racontait son histoire. La maladie. L'abandon. La création du jardin. Elle était devenue une icône, un symbole de résilience et d'espoir pour toute la ville. Miguel a lu l'article 10 fois. Il ne comprenait pas. Le docteur, Salah lui avait dit. Ou plutôt, il avait cru comprendre que le docteur, Salah lui avait dit. Le doute, pour la première fois, s'est insinué dans son esprit. Et s'il s'était trompé? Il a fait ce qu'il aurait dû faire un an plus tôt. Il a pris rendez-vous avec le docteur, Salah. Il est entré dans le bureau, l'article de magazine à la main. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur? A-t-il demandé, sa voix tremblante de rage et de confusion. Vous m'avez dit qu'elle était condamnée. Le docteur, Salah l'a regardé, et pour la première fois, il n'y avait pas de trouble dans ses yeux. Il y avait une froide déception. Je ne vous ai jamais dit ça, monsieur, a-t-il répondu. J'ai dit que son pronostic était extrêmement réservé. J'ai dit que ce serait un combat très difficile. Je n'ai jamais dit qu'il était perdu d'avance. J'ai vu des patients avec des diagnostics bien pires s'en sortir, grâce à une seule chose, la volonté de vivre. Une volonté que, manifestement, votre femme a trouvée. Seule. Miguel s'est souvenu de la conversation. Des mots exacts. Et il a compris son effroyable erreur. Mais, votre hésitation, le tremblement de vos mains, a-t-il balbutié. Le docteur, Salah a soupiré. Ce jour-là, monsieur, j'ai vu votre femme. Et j'ai revu la mienne, que j'ai perdue de la même maladie il y a 20 ans. J'ai revu ma propre douleur, mon propre échec. Mon trouble était personnel, pas professionnel. Je n'aurais pas dû le laisser paraître. Mais vous n'avez pas vu un homme en deuil. Vous avez vu une excuse pour fuir. Je ne vous ai jamais conseillé de quitter votre femme. Je vous ai dit de vous souvenir des jours heureux. Pour ma part, j'ai accompagné ma femme jusqu'à son dernier souffle.
Et les derniers mois de sa vie, aussi difficiles fussent-ils, ont été les plus précieux de toute mon existence. C'est un trésor que vous avez jeté à la poubelle, monsieur. Et vous, qu'auriez-vous répondu? Le silence dans le bureau était celui d'une condamnation. Miguel est sorti, anéanti. Il n'avait pas seulement été un lâche. Il avait été un imbécile. Il avait interprété la réalité à travers le prisme de sa propre peur, de son propre égoïsme. Il avait fui un combat qui n'était pas encore perdu. Et pendant qu'il fuyait, sa femme, seule, l'avait gagné. Il a essayé de la revoir. Il est allé au jardin de la seconde chance. Il l'a trouvée là, au milieu de ses sculptures, en train de rire avec un groupe de jeunes artistes. Elle l'a vu. Son sourire ne s'est pas effacé. Il est juste devenu un peu plus distant. Miguel, quelle surprise. Laura, je suis désolée. J'ai fait une terrible erreur. Je t'aime. Laisse-moi une seconde chance. Elle l'a regardé. Sans haine. Sans colère. Avec une sorte de sagesse paisible. Une erreur, Miguel? Non. Tu as fait un choix. Le choix de la peur, au lieu de celui de l'amour. L'homme que j'aimais serait resté. Il se serait battu avec moi. Cet homme-là est mort il y a 1 an, dans ce cabinet de médecin. Et la femme qui aurait pu te pardonner est morte avec lui. Elle a fait un geste vers son jardin. Regarde autour de toi. C'est ce que j'ai construit sur les ruines de notre vie. J'ai transformé ta trahison en beauté. Je ne te dois plus rien. Je ne te dois même pas ma haine. Je te souhaite de trouver la paix, Miguel. Mais tu devras la trouver seule. Et elle lui a tourné le dos, retournant vers ses artistes, vers sa vie, vers sa lumière. La façon dont les choses avaient tourné l'a stupéfié. Il est resté là, seul, au milieu du jardin de sa femme, un étranger dans le paradis qu'elle avait construit sans lui. Il a compris qu'il n'avait pas seulement perdu une femme. Il avait perdu la meilleure partie de lui-même. Et c'était un diagnostic pour lequel il n'existait aucun traitement. La mélancolie a laissé place à une mélodie ample, sereine, presque triomphante, une mélodie de création et de vie retrouvée. L'histoire de Laura et Miguel est une puissante leçon sur la perception et le courage. Elle nous rappelle que face à l'épreuve, nous avons toujours le choix, celui de fuir ou celui de créer. Celui de voir la fin ou celui de voir une nouvelle opportunité de se réinventer. Elle nous enseigne que la plus grande des trahisons peut parfois être le catalyseur de notre plus belle renaissance. Si ce récit de force, d'art et de résilience a fait vibrer quelque chose en toi, si tu crois que la beauté peut naître de la plus profonde des douleurs, alors rejoins la grande famille des histoires Sabia. Abonne-toi pour que la sagesse de nos récits continue de nous inspirer. Active la cloche pour ne jamais manquer une leçon du destin. Et laisse un like si tu penses que le jardin de la seconde chance est la plus belle des victoires. Merci de ton écoute. Prends soin de toi, et n'oublie jamais que même lorsque les autres écrivent la fin de ton chapitre, tu as toujours le pouvoir de commencer un nouveau livre. À très bientôt.